Après 2 ans de fermeture du ciel en raison de la pandémie de coronavirus, le tourisme en Israël connaît une reprise flamboyante avec des milliers de voyageurs attendus cet été. Toutefois, ce secteur très durement touché par les confinements successifs et les restrictions ne s'est pas encore tout à fait remis sur pied. Et pour en parler justement, notre invité ce matin, c'est Laurent Roumani, directeur du bureau Atout France en Israël, l'agence du développement du tourisme français. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Ilana. Et Bonjour à tous les auditeurs. merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, justement, une première question peut-être un petit peu globale. D'abord, question générale pour commencer. Laurent, comment s'annonce la saison touristique en Israël? Comment s'annonce-t-elle déjà, puisque ça a déjà repris depuis la fin du mois de juin? Il y a un vrai rebond post-Covid? Alors, je pense que d'abord, il faut avoir une vision un petit peu globale du tourisme et parler un petit peu dans les deux sens, parce qu'en fait, comme vous le savez, les Israéliens ont été les premiers vaccinés et de manière relativement massivement. Ça veut dire que les Israéliens ont été les premiers à pouvoir voyager à l'étranger. Ça a été d'autant plus facilité que la France a ouvert les frontières aux personnes vaccinées à partir du 9 juin 2021, ce qui a permis à certains opérateurs, comme les compagnies aériennes, de remettre donc de la disponibilité entre la France et Israël. Donc Israël a été ouvert aux pays, aux voyageurs vaccinés et non vaccinés à partir du 1er mars, donc c'est quand même relativement récent, à peine 5 mois. Et en effet, on voit une reprise relativement forte du tourisme. Alors, je vais donner juste quelques chiffres. Ouais. En 2019, Israël a accueilli 5 millions de touristes sur la première partie de l'année, donc de janvier à juin 2022, en prenant en compte que l'ouverture s'est faite qu'à partir du mois de mars. On est uniquement à 1 million de touristes. Les données positives sont l'évolution très rapide. Sur le mois de mai 2022, on était en retard d'à peu près un peu plus de 40%. Et sur le mois de juin, on est en retard à peine de 35%. Et je pense que le mois de juillet va être un mois vraiment important où on sent une évolution très, très Ouais. importante pour préparer le mois d'août et les fêtes juives de septembre et octobre. Alors on va en parler justement des données positives, hein. Vous le dites Laurent, l'activité touristique a repris de manière très forte, mais cette euphorie a aussi été, il faut le dire, quelque peu contrariée par des prix très élevés en Israël et des problèmes surtout rencontrés à l'aéroport Ben Gurion. Alors à quoi était due cette situation? À quoi est-elle toujours due? Parce que je crois qu'il y a toujours des soucis à l'aéroport, hein. Oui, alors des soucis à l'aéroport, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais je pense que c'est pas qu'en Israël, c'est dans le monde entier. Tous les aéroports ont été un petit peu victimes du manque de personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les autorités israéliennes demandent pour le départ à partir d'Israël d'être présent à l'aéroport 4 heures à l'avance. J'ai même fait moi-même le test. On met à peu près 1 heure et demie pour passer la sécurité et à peu près 1 heure pour enregistrer les bagages. Donc, il faut vraiment arriver suffisamment à l'avance. Par contre, pour les touristes qui arrivent, j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est très très fluide, il n'y a aucun problème. Le passage des passeports est très fluide, la réception des bagages est également très fluide. C'est au départ d'Israël que les difficultés Ouais. existent, mais comme tous les aéroports dans le monde. Eh bien, ça devrait rassurer en tout cas nos auditeurs qui vont partir en Israël. Et puis, peut-être aussi besoin d'être rassurés sur ces histoires de bagages perdus. Alors, qu'en est-il exactement, Laurent? Alors, je n'ai pas toutes les informations concernant les bagages perdus. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. À partir du moment où c'est un vol direct, les risques sont quand même relativement faibles. En Israël, on recommande également de partir avec un seul bagage à main. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. J'ai voyagé entre 6 et 10 fois entre le mois de mars et aujourd'hui. Je n'ai aucun problème. Je pense qu'à partir du moment où on est sur un vol direct, le risque est relativement faible. Alors, on s'en souvient, pendant la pandémie de coronavirus, Israël avait adopté une politique très stricte, hein, en fermant ses frontières, n'acceptant quasiment aucun étranger, sauf exception dans certains cas. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire un test PCR, de faire des tests antigéniques pour entrer en Israël et sortir d'Israël? Alors, Israël a beaucoup facilité. Je crois que c'est totalement fini. Plus besoin de tests PCR pour partir de France pour entrer en Israël. Plus de tests PCR à l'aéroport Ben Gurion. Donc, ça s'est beaucoup fluidifié. Et la particularité, c'est qu'Israël aujourd'hui accueille les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc, ça veut dire que Israël est quasiment ouvert à tous les touristes. Alors, il y a des évolutions aussi très positives. Je crois que on peut citer le fait que Air France ait mis des A350 à la place des A320. Ça veut dire beaucoup plus de confort. Ça veut dire beaucoup plus de capacité. Ça veut dire également une classe affaires, ce qui était à la demande des Israéliens, mais également des touristes français qui viennent en Israël. Elle va remettre en service ces Boeing 777 qui ont plus de capacité que les 787 actuels, donc beaucoup plus de capacité. Et je crois que le dernier point qui montre l'ouverture
Et le dynamisme de ce tourisme, c'est que ce n'est plus uniquement Paris qui est relié directement donc à Tel Aviv. Il y a des vols directs à partir de Marseille, à partir de Nice, à partir de Lyon, à partir de Mulhouse, Mulhouse qui est également un aéroport sur 3 pays, et également à partir de Toulouse, ce qui permet donc aux Israéliens d'aller sur ces destinations, mais également aux touristes français de ne pas être obligés d'aller sur Paris pour pouvoir venir sur Israël. Alors c'est intéressant de voir quelles sont les nationalités les plus présentes en Israël cet été. On imagine que ce sont les touristes français, les touristes américains. Justement, c'est quoi le contingent le plus important pour le tourisme en Israël ? Alors incontestablement, les données que nous avons donc à partir sur le premier semestre 2022, les principaux touristes par ordre de nationalité, ce sont bien entendu les Américains qui sont assez loin devant, qui représentent aux alentours de 33% des touristes arrivant en Israël. Ensuite, nous avons les Français, avec un peu moins de 100 000 touristes, donc toujours sur les premiers mois qui représentent environ 10% du tourisme. Après, le UK, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et ensuite la Russie. Ouais. Et on parle aussi de la venue d'Australiens, de Brésiliens, ce qui était plutôt rare auparavant, mais à présent, ils viennent de plus en plus apparemment. Oui, je crois que toutes les nationalités. Je crois que pendant 2019, Israël et certaines villes comme Tel Aviv et Jérusalem ont été citées par la plupart des guides en disant c'est l'endroit où il faut aller cette année. Je crois que ça reste présent dans la conscience des personnes et je pense que Israël, c'est un petit pays mais qui a énormément à montrer. Donc en effet, ça attire énormément de touristes, d'autant que si mes données sont bonnes, El Al devrait ouvrir un vol direct vers l'Australie, ce qui devrait permettre donc aux touristes israéliens de pouvoir accéder directement à Israël sans escale. Un vol qui sera donc quand même très long. Alors on a évoqué les prix en Israël. Laurent, certains jugent, voilà, on l'a dit au début de cet entretien, les tarifs trop élevés, notamment pour les chambres d'hôtel qui contraignent certains vacanciers à choisir d'autres destinations. Qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'il y a une vraie flambée des prix en Israël ? Alors, Israël a toujours été, disons que ces 5-6 dernières années, un pays relativement cher. Oui, les chambres d'hôtel sont relativement chères. C'est vrai que la vie en Israël a toujours été relativement chère, mais à partir du moment, je crois, où on trouve énormément de choses à faire, où sur un petit pays, on est capable, en l'espace d'une semaine, de traverser le pays du nord au sud et de découvrir des paysages très différents, que ce soit le paysage du Golan, mais que ce soit également le paysage du désert de Judée et du désert du Negev. Oui, en effet, c'est cher, mais dans un petit pays et sur un petit espace, on peut découvrir énormément de choses. Alors, le mois de juillet s'achève, mais la saison estivale n'est pas terminée. Est-ce qu'on connaît le taux d'occupation des hôtels pour le mois d'août à venir ? Ils sont bien remplis déjà ? Alors oui, c'est bien rempli, c'est même bien rempli également pour le mois de septembre parce que nous organisons un événement au mois de septembre et on commence à avoir des difficultés pour avoir le quota de chambres dont nous avons besoin. Donc en effet, c'est chargé. Il faut savoir que la saison en Israël, c'est pas seulement juillet-août, mais il y a les fêtes derrière, donc il y a septembre-octobre qui va suivre. En effet, les données d'occupation des hôtels, il y a eu un article hier sur Globe, sont très élevées. Pour certaines villes comme Eilat, ça a dépassé le taux d'occupation donc de 2019, avec bien entendu des Israéliens, mais également des touristes. Et je pense que la tendance de juillet est très bonne et la tendance d'août va dans la même direction. Et vous le dites, les fêtes de Tishri vont arriver très vite. Qu'est-ce que vous conseillez aux voyageurs justement qui vont se rendre en Israël à l'automne de prendre leur billet dès maintenant pour éviter aussi peut-être de payer le prix fort ? Oui, je crois que de toute façon pour Israël, c'est toujours important de prendre son billet à l'avance parce que plus on tarde, et la politique des compagnies aériennes, c'est que les derniers arrivés payent bien entendu les dernières places plus chères que les premiers, donc c'est de prendre très rapidement. Maintenant, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à découvrir en Israël, bien entendu, si on est plutôt dans les villes, en dehors, je dirais, de la plage et du Chouk Carmel à Tel Aviv, je pense qu'il est possible de faire des parcours gastronomiques, de découvrir les grands chefs israéliens qui sont aujourd'hui de plus en plus connus au niveau international et qui ont bien entendu des restaurants à Tel Aviv. Ça permet de sortir, d'être un peu plus original et pourquoi pas avoir une expérience auprès de familles israéliennes, de partager un repas. Il y a un site qui s'appelle Itwiz qui permet en effet d'être invité moyennant le paiement du repas dans une famille israélienne pour découvrir comment ça fonctionne quand on dîne ou qu'on déjeune avec des Israéliens. Alors il n'y a pas que ça. Oui, pardon. Non, alors vous allez nous donner tous vos conseils justement dans un instant. Alors il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé. C'est vrai que ici en France, on parle beaucoup des campagnes de boycott antisémites, le fameux BDS, voilà, qui boycotte Israël. Est-ce que ce boycott-là a une influence peut-être sur le tourisme en Israël ou est-ce que ça reste quand même très anecdotique ?
Et de ce que je ressens, ça reste vraiment très anecdotique. Ça reste d'autant plus anecdotique que le tourisme en Israël, s'il y a de nombreuses années, la communauté juive représentait une partie importante du tourisme en Israël. Aujourd'hui, la communauté juive n'est plus majoritaire. Ce sont vraiment donc les personnes qui ne sont pas de la communauté juive qui assurent le tourisme en Israël. Donc l'impact du BDS reste relativement limité. Je crois que les campagnes qui ont été faites en France, mais dans d'autres pays, ont su convaincre les personnes qui avaient des doutes qu'Israël était très différent de ce que la presse parfois donnait comme image, et que lorsqu'on venait en Israël, souvent on y revenait et on découvrait quelque chose de totalement différent que l'image qui a été donnée parfois par certaines personnes qui étaient contre Israël. C'est important de le dire et de le rappeler, Laurent. Alors, Laurent Roumani, je le rappelle, vous êtes directeur de l'Agence du développement du tourisme français. Vous nous donniez vos conseils justement il y a quelques instants. Vous connaissez bien, j'imagine, les lieux emblématiques à visiter, à faire en Israël pour cet été. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont sur le départ, qu'est-ce que vous leur conseillez? Que ce soit en matière de restaurants, d'hôtels, de lieux, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs? Alors, en matière, je les ai dit, je pense que lorsqu'on est sur des grandes villes comme Tel Aviv et Jérusalem, je pense qu'il y a les incontournables. Bon, Tel Aviv, c'est bien entendu la place de Chouka Carmel, les musées très connus, mais un parcours gastronomique avec des chefs comme Assaf Grani, comme Eyal Shani, comme Aviv Moshe, ça vaut vraiment le coup d'aller dans le restaurant et découvrir la créativité des chefs israéliens. Toujours dans des villes un peu au nord de Tel Aviv, il y a le musée du Mossad qui est pas très connu, mais qui est un musée assez original, qui est situé donc à Ramat HaSharon. Et pour ceux qui ont découvert il y a très longtemps le musée de la diaspora, qu'on l'appelle souvent Bet Hatfusot, je crois que ça vaut le coup d'y retourner, qui a été entièrement rénové et enrichi. Ça vaut vraiment le coup, qui est situé donc sur l'espace de l'université donc de Tel Aviv. À Jérusalem, bien entendu, les incontournables, la vieille ville Yad Vashem et le musée d'Israël. Moi, ce que j'aime bien, c'est véritablement le centre Menachem Begin, qui est situé pas très loin du moulin de Montefiore et à côté de la Tachanat Harishona, qui est un espace de vie où il y a des restaurants et des boutiques. Pour les familles, il y a l'aquarium d'Israël qui est situé pas très loin du zoo biblique et du musée en plein air En Yael. Et enfin, pour les personnes qui veulent sortir le soir avec les enfants, la famille, il y a un spectacle son et lumière dans la tour de David. Ça, c'est pour les villes comme Tel Aviv et Jérusalem. Maintenant, si on souhaite aller un petit peu plus loin, sortir, je crois qu'en parallèle à ce parcours gastronomique, je crois qu'il faut découvrir les caves en Israël. Il y a de plus en plus de producteurs qui produisent de très bons vins et qui ont ouvert leurs caves aux touristes et aux Israéliens. Une qui peut être citée, c'est la cave du domaine du Castel, qui a été mise en place par un francophone, qui mérite véritablement d'être vue, mais il y en a partout en Israël. Et enfin, si on veut citer deux autres destinations qui méritent vraiment d'être vues, c'est bien entendu le Golan, au nord, avec bien entendu beaucoup de Zimmerim, dont certains ont une vue splendide sur la totalité du lac de Tibériade, et avec de nombreux chutes d'eau magnifiques. Et le dernier, qui est, je pense, mon coup de cœur, c'est le désert du Negev, avec 2 points de référence, qui est donc la ville de Mitzpe Ramon, mais également le kibbutz de Ben Gurion Boker, où maintenant se sont implantés un certain nombre d'hôtels, dont certains hôtels de très très haut niveau, qui méritent véritablement le détour, où il y a énormément d'activités, énormément de choses à découvrir. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est à peine à 2 heures de Tel Aviv. Eh bien, on espère que vous avez pris des notes, chers auditeurs. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Laurent Roumani, pour tous ces conseils. Je le rappelle, vous êtes directeur du bureau Atout France en Israël, l'agence du développement du tourisme français. On peut vous contacter peut-être si on veut réentendre ces conseils de votre part. Oui, on peut me contacter. Je donne mon adresse email, même si je ne suis pas agent de voyage. C'est laurent-roumani@yahoo.fr. Je ne pourrai pas répondre à tous les mails, mais j'essaierai de donner quelques conseils, sachant qu'il y a quand même l'Office national du tourisme israélien en France, qui est là pour véritablement apporter tous les conseils. Vous avez bien entendu le site de l'Office national du tourisme israélien, qui donne tous les conseils, qui ont peut-être encore plus de conseils à donner que moi. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Merci, Laurent. Et on vous souhaite de très bonnes vacances si vous restez en Israël ou même si vous partez à l'étranger. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.